Question 1. Le décret numéro 2-06-656 du 24 Rabier 1. 1428, 13 avril 2007, relatif. A. À l'organisation hospitalière. B. Au règlement intérieur des hôpitaux. C. Au système de garde et d'astreinte. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. À l'organisation hospitalière. Question 2. Le service de garde et d'astreinte doit être organisé dans un hôpital conformément aux dispositions du A. Décret numéro 2-06-632 du 13 avril 2007 et des textes pris pour son application. B. Décret numéro 2-06-623 du 24-13 avril 2007 et des textes pris pour son application. C. Décret numéro 2-06-263 du 13 avril 2007 et des textes pris pour son application. D. Décret numéro 2-06-236 du 13 avril 2007 et des textes pris pour son application. La réponse. B. Décret numéro 2-06-623 du 24-13 avril 2007 et des textes pris pour son application. Question 3. Le règlement intérieur des hôpitaux publié. A. Au bulletin officiel numéro 5962 du 17 mars 2011. B. Au bulletin officiel numéro 5296 du 17 mars 2011. C. Au bulletin officiel numéro 5926 du 17 mars 2011. D. Au bulletin officiel numéro 9526 du 1-17 mars 2011. La réponse. C. Au bulletin officiel numéro 5926 du 17 mars 2011. Question 4. L'arrêté du ministère de la Santé du règlement intérieur des hôpitaux portant le numéro A. Numéro 465, 11 du 6 juillet 2010. B. Numéro 546, 11 du 6 juillet 2010. C. Numéro 645, 11 du 6 juillet 2010. D. Numéro 456, 11 du 6 juillet 2010. La réponse. D. Numéro 456, 11 du 6 juillet 2010. Question 4. Le règlement intérieur des hôpitaux contient A. 7 chapitres. B. 8 chapitres. C. 9 chapitres. D. 10 chapitres. La réponse. B. 8 chapitres.
Question 5. Le règlement intérieur des hôpitaux contient A. 80 articles. B. 90 articles. C. 100 articles. D. 110 articles. La réponse. 100 articles. Question 6. L'administration du centre hospitalier et de chaque hôpital le composant est organisée en 3 pôles de gestion, lesquels? A. Un pôle des affaires médicales, PAM. B. Un pôle des soins infirmiers, PSI. C. Un pôle des affaires administratives, PAA. D. Un pôle des affaires techniques. La réponse. A. Un pôle des affaires médicales, PAM. B. Un pôle des soins infirmiers, PSI. C. Un pôle des affaires administratives, PAA. Question 8. Le comité a pour mission de définir les orientations stratégiques de l'hôpital. C'est A. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales. B. Le comité d'évaluation et de gestion. C. Le comité d'établissement. D. Le comité de gestion. La réponse. C. Le comité d'établissement. Question 8. Chaque centre hospitalier régional, préfectoral ou hôpital est dirigé par un directeur nommé par A. Le délégué provincial ou préfectoral. B. Le directeur régional de la santé et de la protection sociale. C. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale. D. Toutes les réponses sont faussées. La réponse. C. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Question 10. L'infirmier ou l'infirmière chef de l'unité de soins et de services est chargé de A. Organiser et de superviser le travail des infirmiers ou et techniciens. B. Organiser et de superviser le travail du personnel de soutien au sein du département ou de service. C. Assurer l'encadrement des stagiaires, des infirmiers et des techniciens de santé stagiaires. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 11. L'hôpital public comprend les organes de concertation et d'appui suivants. A. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. B. Le comité d'éthique. C. Le comité d'établissement. D. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
La réponse. A. Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. C. Le comité d'établissement. D. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Question 12. Lequel des comités suivants ne fait pas partie des instances de concertation et d'appui d'un hôpital? A. Le comité d'établissement. B. Le comité d'accréditation et de la démarche qualité. C. Le comité de gestion du centre hospitalier. D. Le comité de suivi et d'évaluation. La réponse. B. Le comité d'accréditation et de la démarche qualité. Question 13. L'admission ordinaire dans un hôpital public peut se faire. A. Pendant tous les jours de la semaine. B. Pendant toutes les heures des jours ouvrables. C. Pendant les jours et heures ouvrables seulement. D. Toutes les réponses sont faussées. La réponse. C. Pendant les jours et heures ouvrables seulement. Question 14. Le dossier d'hospitalisation d'un patient est A. La propriété du patient. B. La propriété de l'hôpital. C. La propriété du médecin traitant. D. Un dossier à accès public. La réponse. B. La propriété de l'hôpital. Question 15. Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés. A. En 6 services. B. En 7 services. C. En 8 services. D. En 9 services. La réponse. C. En 8 services. Question 16. Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés en A. 5 départements cliniques et 3 services. B. 6 départements cliniques et 3 services. C. 5 départements cliniques et 2 services. D. 6 départements cliniques et 2 services. La réponse. B. 6 départements cliniques et 3 services. Question 17. Les hôpitaux généraux de plus de 240 lits ne peuvent dépasser A. 6 départements cliniques et 2 services. B. 7 départements cliniques et 2 services. C. 8 départements cliniques et 2 services. D. 9 départements cliniques et 2 services.
La réponse. C'est 8 départements cliniques et 2 services. Question 18. Le pôle des soins infirmiers a pour mission de A. Veiller à la bonne gestion des unités de soins et de services paramédicaux. B. Coordonner l'activité professionnelle et scientifique de l'établissement. C. Assurer la gestion des ressources humaines et financières. D. Gérer les services techniques et de maintenance. La réponse. A. Veiller à la bonne gestion des unités de soins et de services paramédicaux. Question 19. Parmi les activités du responsable du pôle des soins infirmiers on trouve A. La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux. B. L'établissement des besoins en médicaments et dispositifs médicaux nécessaires pour les activités hospitalières. C. Veiller à la bonne tenue des dossiers d'hospitalisation. D. La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers. La réponse. A. La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux. D. La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers. Question 20. Le comité d'établissement est présidé par le directeur. Il est composé A. Des 3 chefs des pôles de gestion de l'hôpital. B. Du responsable de la pharmacie. C. Du responsable du service d'accueil et d'admission. D. Du représentant du délégué du ministère de la Santé à la préfecture ou province chef-lieu de l'hôpital. La réponse. A. Des 3 chefs des pôles de gestion de l'hôpital. B. Du responsable de la pharmacie. C. Du responsable du service d'accueil et d'admission. D. Du représentant du délégué du ministère de la Santé à la préfecture ou province chef-lieu de l'hôpital. Question 21. Le Conseil des infirmiers et infirmières hospitaliers est constitué par A. 100% des membres élus. B. 50% des membres élus et 50% désignés. C. 25% des membres élus et 75% désignés. D. 75% des membres élus et 25% désignés. La réponse. B. 50% des membres élus et 50% désignés. Question 22. Le comité de gestion d'un centre hospitalier régional est présidé par A. Le directeur régional de la santé et de la protection sociale. B. Le délégué de la province ou préfecture chef-lieu région. C. Le directeur du centre hospitalier de la province ou préfecture chef-lieu de la région. D. Un délégué à tour de rôle parmi les délégués des provinces ou préfectures de la région. La réponse.
B. Le délégué de la province ou préfecture chef-lieu région. Question 23. Le Conseil des infirmiers et infirmières d'un hôpital. A. Est chargé des affaires disciplinaires du personnel infirmier. D. Est composé des infirmiers, S. Chef des départements et des infirmiers, S. Chef des services. C. Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux lorsqu'ils existent. D. Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers. La réponse. D. Est composé des infirmiers, S. Chef des départements et des infirmiers, S. Chef des services. C. Est composé des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux lorsqu'ils existent. D. Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers. Question 24. Le comité de suivi et d'évaluation est l'un des instances de concertation et d'appui qui se compose entre autres de A. Un représentant des partenaires sociaux. D. Un représentant du pôle des soins infirmiers. C. Un représentant administratif du pôle des affaires. D. Un responsable du service d'accueil et admission. La réponse. D. Un représentant du pôle des soins infirmiers. C. Un représentant administratif du pôle des affaires. D. Un responsable du service d'accueil et admission. Question 25. La pharmacie hospitalière est un service rattaché directement. A. Au chef du pôle des affaires médicales. B. Au chef du pôle des affaires administratives. C. Au pharmacien provincial. D. Au directeur de l'hôpital. La réponse. D. Au directeur de l'hôpital. Question 26. Le service d'accueil et d'admission est chargé des activités suivantes. A. Organiser les admissions et les sorties des malades ainsi que la gestion des rendez-vous. B. Établir les statistiques et gérer l'information hospitalière. C. Organiser la communication interne et externe de l'hôpital. D. Organiser et gérer les archives médicales et les dossiers des patients de l'établissement. La réponse. A. Organiser les admissions et les sorties des malades ainsi que la gestion des rendez-vous. B. Établir les statistiques et gérer l'information hospitalière. C. Organiser la communication interne et externe de l'hôpital. D. Organiser et gérer les archives médicales et les dossiers des patients de l'établissement. Question 27. Les hôpitaux publics sont classés selon A. Le mode de gestion. B. La capacité litière. C. La gamme des prestations et la nature d'équipement. D. Le champ d'action et le niveau des prestations. La réponse. A. Le mode de gestion. B. La capacité litière. C.
La gamme des prestations et la nature d'équipement. D. Le champ d'action et le niveau des prestations. Question 28. Les hôpitaux régionaux sont A. Des établissements publics administratifs. B. Des établissements érigés en service de l'État gérés de manière autonome, SEGMA. C. Des établissements de l'État gérés en régie. D. Toutes les réponses sont faussées. La réponse. B. Des établissements érigés en service de l'État gérés de manière autonome, SEGMA. Question 29. Les hôpitaux de recours régional sont A. Le premier niveau de référence pour les soins de santé primaires. B. Implanté au chef-lieu de la région. C. Doté d'un plateau technique spécifique. D. Leur aire d'influence s'étend à l'ensemble du pays. La réponse. B. Implanté au chef-lieu de la région. C. Doté d'un plateau technique spécifique. Question 30. Les centres hospitaliers interrégionaux sont A. Des services d'État gérés de manière autonome. B. Des hôpitaux gérés en régie. C. Des hôpitaux du niveau tertiaire. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. C. Des hôpitaux du niveau tertiaire. Question 31. Les centres hospitaliers universitaires sont A. Des établissements publics administratifs. B. Des établissements érigés en service de l'État gérés de manière autonome, SEGMA. C. Des établissements de l'État gérés en régie. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. A. Des établissements publics administratifs. Question 32. Les centres hospitaliers universitaires CHU. A. Sont des établissements dotés de personnalités juridiques propres. B. Sont des établissements dotés d'une indépendance aux autorités administratives. C. Sont des établissements dotés d'une autonomie de gestion des ressources. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 33. Les hôpitaux érigés en service de l'État gérés de manière autonome, SEGMA. A. Disposent de personnalité morale. B. Sont des établissements dotés d'une indépendance aux autorités administratives. C. Sont des établissements dotés d'une autonomie de gestion des ressources. D. Sont des établissements dotés d'une autonomie financière plus ou moins étendue.
La réponse D. Sont des établissements dotés d'une autonomie financière plus ou moins étendue. Question 34. On entend par admission ordinaire dans un hôpital public toute. A. Hospitalisation complète ou 2 jours. B. Hospitalisation programmée ou urgente. C. Hospitalisation programmée en dehors des urgences. D. Hospitalisation complète ou 2 jours, programmée en dehors des urgences. La réponse D. Hospitalisation complète ou 2 jours, programmée en dehors des urgences. Question 35. Les prestations de l'hôpital du jour sont A. Des prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée au niveau des urgences. B. Des prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée avec hébergement. C. Des prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée sans hébergement. D. Des prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies 24/24. La réponse C. Des prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être fournies dans la journée sans hébergement. Question 36. L'hospitalisation d'urgence. A. Elle est ordonnée par le médecin des urgences ou le spécialiste de garde ou d'astreinte. B. L'hospitalisation des parturientes peut être décidée par la sage-femme ou, le cas échéant l'infirmière accoucheuse sans l'encadrement du médecin ou du gynécologue obstétricien de garde. C. L'hospitalisation des parturientes peut être décidée par la sage-femme ou, le cas échéant l'infirmière accoucheuse sous l'encadrement du médecin ou du gynécologue obstétricien de garde. D. Les formalités d'admission en urgence ont lieu, dans les mêmes conditions que celles de l'admission ordinaire. La réponse A. Elle est ordonnée par le médecin des urgences ou le spécialiste de garde ou d'astreinte. C. L'hospitalisation des parturientes peut être décidée par la sage-femme ou, le cas échéant l'infirmière accoucheuse sous l'encadrement du médecin ou du gynécologue obstétricien de garde. D. Les formalités d'admission en urgence ont lieu, dans les mêmes conditions que celles de l'admission ordinaire. Question 37. Selon le règlement intérieur des hôpitaux, l'utilisation des prestations et des services hospitaliers peut avoir lieu suivant l'un des modes suivants. A. L'hospitalisation y compris l'hôpital de jour, soit en admission ordinaire, soit en urgence. B. Les prestations et services de diagnostic rendus à titre externe. C. Les consultations spécialisées rendues à titre externe. D. Les prestations de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. La réponse A. L'hospitalisation y compris l'hôpital de jour, soit en admission ordinaire, soit en urgence. B. Les prestations et services de diagnostic rendus à titre externe. C. Les consultations spécialisées rendues à titre externe. D. Les prestations de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Question 38. Le dossier d'hospitalisation peut être consulté par A. Le patient ou son représentant légal. B. C'est ayant droit par l'intermédiaire en cas de décès par son médecin traitant externe à l'hôpital. C.
peut être communiqué dans un but scientifique à tout membre du corps médical en vue d'une consultation sur place, sur autorisation du directeur de l'hôpital. D. Toutes les propositions sont correctes. La réponse. D. Toutes les propositions sont correctes. Question 39. Sauf disposition légale spécifique et quel que soit le mode d'admission. A. Un formulaire de consentement doit être signé par le patient ou son représentant légal seulement pour les actes de soins ou de services qui lui seront prodigués au cours de son séjour à l'hôpital. B. Un formulaire de consentement doit être signé par le patient représentant légal seulement pour les actes de diagnostic. C. Un formulaire de consentement doit être signé par le patient ou son représentant légal pour les actes de diagnostic, de soins ou de services qui lui seront prodigués au cours de son séjour à l'hôpital. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. C. Un formulaire de consentement doit être signé par le patient ou son représentant légal pour les actes de diagnostic, de soins ou de services qui lui seront prodigués au cours de son séjour à l'hôpital. Question 40. Lors de l'admission d'un patient mineur, en cas de refus d'autorisation ou s'il s'avère impossible de recueillir le consentement. A. Il ne peut être procédé à aucune intervention. B. Il ne peut être procédé à aucune intervention qu'en cas d'urgence et seulement lorsque la vie de l'enfant est en péril ou lorsque son intégrité corporelle est menacée. C. Un procès-verbal de refus doit être dressé et signé par le représentant de l'administration et la personne ayant la responsabilité de l'enfant ou, à défaut, par 2 témoins. D. Toutes les propositions sont justes. La réponse. B. Il ne peut être procédé à aucune intervention qu'en cas d'urgence et seulement lorsque la vie de l'enfant est en péril ou lorsque son intégrité corporelle est menacée. C. Un procès-verbal de refus doit être dressé et signé par le représentant de l'administration et la personne ayant la responsabilité de l'enfant ou, à défaut, par 2 témoins.